Bien le bonsoir à toutes et à tous. Le journal, tout de suite voici les titres qui vous seront développés. Et un atelier de validation sur le forum des femmes pour la paix à l'IGAD s'est tenu, c'était aujourd'hui au Kempinski Palace Hotel. Et 6 membres du Hamas ont été tués dans une explosion à Gaza. Bonsoir. Une conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est tenue ce matin sous la houlette du président du Parlement, Mohamed Ali Hamad, le Premier ministre par intérim, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Mohamed Ahmed Char, a représenté le gouvernement lors de cette séance. Ont également pris part à cette réunion les 2 vice-présidents de la représentation nationale, les femmes du bureau ainsi que les présidents des différentes commissions et les responsables des groupes parlementaires. Samata Cyril nous fait le point sur les principaux sujets et textes examinés au cours de ces travaux. La conférence des présidents s'est penchée en premier lieu sur la transmission à la commission permanente des projets de loi en instance qui sont au nombre de 3, à savoir le projet de loi numéro 10 de l'année 2018 portant ratification de l'accord de prêt signé entre la République de Djibouti et le Fonds koweïtien pour le développement économique. Le projet de loi numéro 11 de l'année 2018 portant ratification de l'accord sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements entre la République de Djibouti et la République de Turquie. Et enfin, le projet de loi numéro 12 de l'année 2018 portant création du centre d'entrepreneuriat et du leadership. La conférence a par la suite discuté de la date de la tenue de la prochaine séance publique. Celle-ci sera dédiée à la présentation de la politique générale du gouvernement. Elle aura lieu le 14 mai prochain, juste avant le début du Ramadan. Et le président de l'Assemblée nationale qui a par ailleurs reçu aujourd'hui, ce matin, donc une importante délégation comprenant notamment une parlementaire britannique et plusieurs experts opérant pour l'UNICEF. La délégation a été introduite auprès du président de l'Assemblée nationale par la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Madame Madjenna Boumandé. La délégation reçue par le président du Parlement était composée de Madame Merriman, parlementaire britannique, de Madame Emares, opérant au sein de l'UNICEF au Royaume-Uni, et de Madame Deka David de l'UNICEF de Djibouti et de Madame Alexander Ilmer, représentante adjointe de l'UNICEF à Djibouti. La rencontre s'est déroulée en présence de l'ancien Premier ministre Zileta Mohamed Zileta. Les députés, les hôtes du jour ont également tenu à féliciter le gouvernement djiboutien et les élus du peuple pour le progrès accompli dans la promotion de la politique du genre et particulièrement pour l'introduction de la loi instituant un quota dans les fonctions électives et dans l'administration. Elles ont enfin salué cette initiative visant à favoriser l'accueil et de l'intégration des réfugiés venus en masse des pays limitrophes. La délégation a ensuite succinctement expliqué que cette visite s'effectuait dans le cadre de la mobilisation des fonds pour une meilleure protection des enfants et pour la réalisation des objectifs qui s'est fixé à court et à moyen terme. La protection des enfants est l'une des préoccupations et des priorités de l'UNICEF. Prenant la parole à la censure, le président de l'Assemblée nationale a indiqué, je cite, qu'il faut tenir compte des spécificités de la République de Djibouti dans toutes leurs dimensions et leurs variétés ethniques, culturelles et religieuses. Fin de citation. Également dans l'actualité, le secrétariat de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, avec l'appui du gouvernement suédois, a organisé ce matin au Kempinski Palace Hotel un atelier devant valider le plan d'action du forum des femmes pour la paix de l'IGAD ainsi que les recherches de financement. Ça m'a assuré encore une fois. L'objectif principal de l'atelier de validation est d'examiner collectivement les projets de plans stratégiques et la stratégie de mobilisation des ressources, de recevoir davantage de contributions qui enrichiront les discussions et de parvenir à un consensus sur la finalisation du document et d'identifier et fixer des priorités 2018 pour la résolution des conflits. Cet atelier a vu la participation du ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumi Ahmed Hassan, de la députée Oumma Hamid, du secrétaire exécutif de l'IGAD, M. Mahboub Malan, des représentants des pays membres de l'IGAD, ainsi que des partenaires au développement de l'IGAD.
Au nom du Conseil de Forum Femmes et Paix de l'IGAD, qui prend 3 jours de 7 États membres de l'IGAD représentant l'exécutif, la législative et la société civile, je vous souhaite la bienvenue à cet atelier de validation pour le plan stratégique et la stratégie de mobilisation des ressources de IWPF. Votre présence est un indicateur de votre fort engagement en faveur de la promotion de la contribution visible de la femme et de la consolidation de la paix et de la résolution des conflits dans la région de l'IGAD. Je tiens à remercier le secrétariat exécutif de l'IGAD et son équipe technique de s'y être forcés de faire en sorte que le plan de la stratégie de mobilisation des ressources de Forum Femmes et Paix soit élaboré. Le plan que nous validerons au cours de cet atelier ont été élaborés dans le cadre de processus consultatifs et je suis heureuse de noter que le nombreux membres du conseil d'administration ont apporté des conseils qui ont été guidés, le consultant en conséquence. Nos remerciements vont en particulier au gouvernement suédois pour le soutien généreux qui a permis la rédaction de ces 2 documents techniques que nous sommes en train de valider. Je lance un appel pour que nos gouvernements, nos amis de la comité et des bailleurs de fonds, ainsi que le partenariat au développement, s'intéressent à ces plans afin que les objectifs visés soient atteints. Autant que membres du conseil d'administration, nous exprimons notre appréciation pour les contributions techniques apportées par toutes les parties prenantes consultées lors de l'élaboration de 2 documents techniques. Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour la vision d'un monde sûr pour les femmes et les hommes, les garçons et les filles soit réalisé et que le processus de construction et de la maintien de la paix dans la région de l'IGAD soit inclusif. Et dans son intervention, la ministre de la Femme et de la Famille a remercié toutes les personnes qui ont contribué à la finalisation de ces documents. Voici ses propos. Nous sommes réunis afin de parachever un travail de longue haleine qui a débuté en 2011 avec la première conférence régionale sur le forum Femmes et Paix qui a débouché en 2015 par le lancement officiel d'un conseil de forum Femmes et Paix de l'IGAD, d'où la présidence a été confiée à la République du Djibouti. Ce processus a été enclenché par l'IGAD pour permettre aux États membres de mettre en œuvre la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations, mais aussi d'autres résolutions connexes. Cela a été envisagé en mettant 3 grandes actions. La prévention des conflits, la participation des femmes à la paix et à la sécurité, la protection des civils avec une attention particulière aux besoins des femmes. Ces résolutions Femmes et Paix ont permis des avancées significatives à condamner toutes les violences sexuelles commises aux femmes et aux jeunes filles. Et je tiens à préciser et à informer l'audience que la République de Djibouti a élaboré ce plan d'action sur fonds propres. Et pour informer l'audience que ce sujet de la paix est inscrit dans l'agenda politique de la République de Djibouti et occupe une place importante. Nous avons élaboré ce plan d'action avec une consultation nationale et en concertation avec l'IGAD. Ce plan d'action a été validé en janvier 2018 par tous les parties prenantes. Et dans le reste de l'actualité, le centre régional de formation maritime situé à Doralé a abrité donc une importante réunion au niveau non seulement économique mais également géostratégique et politique. Il faut dire que l'initiative de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti de convier à une même table les ambassadeurs des pays de l'Union européenne résidant à Addis Abeba est cruciale pour la promotion de nos ports aux éventuels investisseurs européens. La délégation de l'Union européenne donc était composée de 13 ambassadeurs des pays européens et a été conduite par le chef de la chancellerie européenne accréditée à Djibouti, M. Adam Koulaj. Cette délégation
de marque s'est retrouvé au centre de formation régionale maritime 6 de Doralé. C'était la semaine dernière. En compagnie de la directrice générale, Mme Lima Hussein Doualé, le directeur des projets au sein de l'autorité des ports et des zones franches, Aden Moussa Douxier, du directeur des études et des biens, et d'autres hauts responsables officiels donc, au sein de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti. Nous sommes un pays ouvert et pour montrer aussi que dans nos projets, on est prêt à travailler, à collaborer et à faire en sorte que nous avons aussi de partenaires européens dans tous nos projets. C'est justement pour ça que nous avons exposé tout. Nous avons transmis tous les documents, nous avons transmis toutes les études aussi, afin de garder ces contacts et voir, Inch'Allah, des sociétés européennes qui investiraient dans le projet, quoi. Et pour nous en dire plus sur ces assises tripartites qui s'est donc tenues au Frizone, Samantha Siré est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Samantha. Bonsoir Asma, bonsoir. Pas plus loin que la semaine dernière, écoulée, une réunion de haut niveau a eu lieu à Asma au centre régional de formation maritime, dirigé avec brio par la directrice Mme Lima Hussein Doualé. Ces assises triparties étaient de Frizone, l'Union européenne et l'IGAD, avaient pour but de promouvoir les différentes architectures économiques, notamment les ports, les zones aéroportières, le chemin de fer qui font de Djibouti le hub par excellence de la région et à faire de la République de Djibouti une plateforme incontournable et comme du commerce international, voire mondial. Nous savons très bien, Asma, qu'actuellement, que la République de Djibouti joue effectivement son rôle majeur, géostratégique et économique dans la région, particulièrement avec l'Éthiopie. Ceci, Asma, démontre une parfaite symbiose de l'intégration, Asma, régionale, tout promu par l'Union africaine. Si on revient à la réunion tripartite, Asma, celle-ci n'était qu'une prémisse, aussi le moment propice pour élargir son spectre d'activité, tant économique que commercial, en attirant et convaincant en matière d'investissement des partenaires internationaux tels que l'Union européenne. Les différents délégués, les ambassadeurs des pays européens résidant à Addis Abeba ont pu s'informer de visu sur les activités au quotidien de nos ports. Ces hôtes de marque ont surtout apprécié le rôle joué que le Centre régional de formation maritime de Djibouti, qui est considéré comme un centre de référence dans le domaine des formations maritimes et particulièrement en matière de sécurité maritime au niveau de la région. Aussi, pour conclure, Asma, on peut dire qu'en cette période de transition économique, il peut que nécessaire de faire appel au soutien de l'ensemble des partenaires bilatéraux ou multilatéraux de tout horizon tels que l'Union européenne. Asma. Merci Samantha Siré pour toutes ces précisions. Dans le reste de l'actualité, le ministre délégué chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, s'est rendu ce matin à Addis Abeba pour mesurer l'état d'avancement de la mise en œuvre de la fiscalité pour la région. Explication. Chez le préfet de la région, Mohamed Wabri Assoui, pour informer de l'objet de sa visite, le ministre s'est rendu au siège du conseil régional où il a été accueilli par le président du conseil, Omar Ahmed Waïs, puis au centre régional de l'impôt. À cette occasion, il a pu constater l'effort fourni par les contribuables locaux, le remarquable professionnalisme des agents des services de la fiscalité en matière de recouvrement des recettes fiscales. Au vu des résultats enregistrés dans cette localité collective territoriale, qu'il a qualifié à juste titre de région pilote dans la mise en œuvre de la fiscalité locale, le ministre n'a pas manqué de féliciter son collègue du budget pour avoir mis en place une équipe dynamique qui travaille en étroite collaboration avec les autorités de la région, la gendarmerie et la police. En outre, le ministre Aramis a tout en insistant sur le fait que l'impôt, quoi qu'une mesure contraignante pour les citoyens, ne consiste pas moins un bien indispensable pour le développement de la région. Rappelons de ce fait la volonté du chef de l'État de permettre ainsi l'émergence des pôles de croissance économique régionale. À la une également, dans le cadre du renforcement du rôle des ONG et de leur rapport, la maire de Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awala Ousmane, a organisé jeudi une formation de 2 jours afin de déterminer les tâches spécifiques attendues de chaque ONG. Le HCR, le NARS ou le IEM y en préparent. Ces ONG sont appelées à exercer avec dévouement et abnégation, et ce dans l'intérêt général du peuple djiboutien. Les représentants des agences onusiennes et des organisations internationales ont partagé les informations essentielles sur leurs actions respectives sur le terrain. Santé à présent, dans le cadre de la caravane médicale dans le sud du pays, l'équipe de caravaniers de la santé a également débuté leurs activités de consultation dans la localité de Sankal. En effet,
En ce début de l'édition 2018, la caravane médico-chirurgicale regroupant des activités de consultation, de soins spécialisés et d'opérations chirurgicales se poursuivra durant toute la semaine jusqu'au 9 mai dans la région de Dikil. Les autorités locales ont été également satisfaites par la mobilisation accrue de la population qui est venue en masse pour profiter pleinement des prestations offertes par la caravane. Composée d'une trentaine de spécialistes et techniciens supérieurs, les caravaniers sont à ce jour à pied d'œuvre pour remplir leur mission qui consiste à dispenser des soins et des prestations de qualité, donc des prestations spécialisées de qualité à la population sankaloise. La population locale a exprimé sa profonde gratitude à l'endroit de tous les membres de cette caravane pour leurs sacrifices consentis et qui sont promptes à travailler même les jours fériés afin de contribuer efficacement à l'amélioration de la santé et du bien-être de la population des régions à travers la proximité et l'accès aux prestations spécialisées de qualité. Dans son intervention, le directeur des régions sanitaires, M. Ahmed Saïd, a rappelé les efforts du ministère de la Santé dans l'amélioration du système de santé en général, notamment dans la mise en œuvre de la couverture sanitaire et universitaire. On l'écoute. Aujourd'hui, nous sommes présents à Sankal pour lancer officiellement la mini-caravane qui est constituée d'une consultation d'aujourd'hui jusqu'à lundi prochain. Et cette caravane s'inscrit dans le cadre de la politique du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui dit que de rapprocher les soins de qualité dans les populations inaccessibles et dans les zones où la population n'a pas les moyens de se déplacer vers la capitale. Donc, sous l'égide du ministre de la Santé, ce type de caravane sillonne l'ensemble du pays et aujourd'hui nous sommes à Sankal et la population de Sankal est constituée de la population qui est une grande population de la zone de Garsadaba, d'Aïmo, et il y a plus de 12 médecins spécialistes présents ici qui vont travailler pour cette population durant une période de 6 jours. Et je crois que la population de Sankal a accueilli un accueil chaleureux depuis hier et nous remercions de cet accueil, le chef de village ici présent, et nous lançons un appel solennel à la population de profiter de cette caravane qui est très importante pour l'ensemble de cette population. Et je vous remercie de votre... Santé toujours, les activités de la caravane médico-chirurgicale qui se poursuivent à Dikil toujours, mais cette fois dans la localité de As'ila, où se trouvent près d'une trentaine de médecins spécialistes et de techniciens supérieurs dans le cadre toujours de cette caravane sanitaire initiée par le ministère de la Santé. De Dakar, Koutabouya, Bakar ou encore Tsamiro, les patients étaient nombreux à avoir bénéficié des navettes mises en place pour profiter des différentes prestations offertes par les caravaniers de la santé. Interrogés par nos confrères, les habitants de ces localités ont unanimement exprimé leur satisfaction quant à l'accueil, aux prestations et aux facilités qui leur sont gracieusement mises en place par le ministère de la Santé. Également dans l'actualité, le secrétaire exécutif de l'ONARS, M. Hussein Hassan Delal, s'est rendu hier dans le village de Holhol qui accueille un très grand nombre de réfugiés. L'objectif de cette visite était de superviser l'opération des distributions des vivres mensuels aux réfugiés vivant dans cet village à l'aide du nouveau système de gestion de l'identité biométrique. Ce nouveau système de gestion de l'identité biométrique destiné à enregistrer et à vérifier les identités des personnes déplacées dans le monde. Cette solution permet ainsi à l'ONARS d'apporter aux réfugiés une assistance nécessaire. L'ONARS pourra ainsi capturer et enregistrer les empreintes digitales, les données relatives à l'iris et les images faciales des personnes déplacées et de leur fournir une pièce d'identité. Grâce à ce système, l'ONARS utilise une technologie de pointe afin de garantir et de préserver l'identité des réfugiés dès qu'ils sont enregistrés dans la base de données de l'ONARS, et ce jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution en rentrant chez eux, en s'intégrant dans le pays où ils bénéficient d'une protection ou en s'installant dans un nouveau pays. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de Pêche et des Ressources halieutiques, en collaboration avec le FAO, a donc clôturé une formation sur l'agropastoralisme au profit des agriculteurs des 5 régions de l'intérieur à Ouéma pour une durée de 15 jours. La formation fut initiée par le directeur de la direction du ministère de l'Agriculture et donc le représentant FAO
et sous-directeur du ministère de l'Agriculture. L'importance donc de ces échanges entre les différents partenaires des 5 régions qui contribuent efficacement pour le développement du secteur et l'élevage et de l'agriculture. Une telle formation donc a été dispensée au moment où le pays traverse une période de longue sécheresse, et cette formation leur permettra une bonne pratique d'adaptation aux aléas climatiques et de promouvoir l'agro-pastoralisme. Éducation, pour clore l'actualité nationale, l'épreuve de la demi-finale et de la finale de la 13e édition du concours de lecture Défi Lecture, dans le cadre de la promotion du livre coordonné par le CRIPEN, a eu lieu hier à l'école de Dikil 4 en présence du premier adjoint du préfet Youssef Ali et de la région Youssef Ali, donc, et du conseiller technique du ministère de l'Éducation nationale, Hassan Jablé, du représentant de l'UNICEF, chargé de l'éducation, M. Ahmed Siri, du directeur des régions, et de Mme Saada Ouaes, le service de la cantine scolaire. Ce concours donc décentralise, ce concours littéraire décentralisé qui se tient chaque année s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la qualité des apprentissages et vise ainsi la promotion du livre et le développement du goût de la lecture chez les élèves des classes de la 5e année. Et enfin, rappelons que l'ensemble des officiels présents ont félicité les organisateurs de ce concours à Dikil. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. À Gaza, 6 membres du Hamas ont été tués dans une explosion. Farda Hussein, bonsoir. Bonsoir Asma. Effectivement, une explosion meurtrière dans la bande de Gaza a coûté la vie à 6 membres du Hamas. Explosion dont Israël semble être à l'origine. Regardez. Dans une explosion qui, d'après des habitants, semblait accidentelle dans la zone de Zawadia, dans le centre de l'enclave palestinienne. Les brigades Ezzedine d'Al-Qasm, la branche armée du Hamas, qui contrôle Gaza, ont annoncé dans un communiqué que les victimes étaient des membres de leur groupe et ont accusé Israël d'avoir provoqué l'explosion. Cette explosion intervient après des semaines de manifestations d'effondrement meurtrier à la frontière entre Gaza et Israël. Au Liban, première législative depuis 2009. Et oui, Asma, 3,7 millions d'électeurs ont été appelés aujourd'hui aux urnes pour renouveler un parlement qui compte 128 sièges, un scrutin sous haute sécurité dans un pays qui reste marqué par les divisions confessionnelles et que la guerre dans la Syrie voisine menace de déstabiliser. C'est par ailleurs la raison qui avait été invoquée pour prolonger le mandat du Parlement actuel à 3 reprises, en 2013, en 2014, en 2017. Si de nouvelles formations issues de la société civile tentent aujourd'hui de percer grâce à l'introduction de la proportionnelle, les partis traditionnels devraient toutefois continuer à dominer la vie politique, favorisée par une répartition des sièges en fonction de la communauté religieuse. Le Hezbollah chiite Esma est donné favori. Il partage ainsi actuellement le pouvoir avec les représentants sunnites et les chrétiens. Un équilibre précaire dans un pays dont l'économie est en berne, où les coupures d'électricité, la pénurie d'eau, le dysfonctionnement des services publics exaspèrent la population. Et en Afghanistan, cette fois avec cette explosion dans un bureau électoral qui a fait plus de 40 victimes. Et oui, Asma, selon les autorités, plus de 40 personnes ont été blessées et tuées par l'explosion d'une bombe dans un centre d'enregistrement. C'est passé aujourd'hui dans un centre d'enregistrement pour les élections de demain. Toujours selon les autorités locales. Et NSA, cette fois, 3 fois plus de communications surveillées en 2017. Et oui, Asma, conversation téléphonique, SMS, au total, donc 534 millions de communications ont été espionnées aux États-Unis. L'an passé, le chiffre fourni par l'agence de renseignement, la NSA, est 3 fois supérieur à celui de 2016, quand les procédures de surveillance avaient été mises en place. Ces informations s'ajoutent ainsi à celles réunies grâce au contrôle de l'activité sur Internet, où quelques 130 000 personnes sont espionnées par les États-Unis. Regardez.
été obligés de revoir leur politique de surveillance. Fini les milliards de données collectées et chaque jour, héritage d'un système développé. Après les attentats du 11 septembre 2001, place à une loi de 2015 qui régit bien plus drastiquement l'espionnage interne. Ainsi, seule une quarantaine de dossiers en lien avec le terrorisme ont obtenu l'an passé les autorisations pour une surveillance d'ampleur. Et en 2016, en 2017, ce sont en moyenne 1500 personnes qui ont été espionnées pour des questions de sécurité nationale. Au total, ont abouti tout de même à 534 millions de communications collectées l'an passé, car tous les contacts d'une cible peuvent eux-mêmes être espionnés et certains enregistrements peuvent provenir de plusieurs opérateurs. Si le chiffre est 3 fois supérieur à celui de 2016, la NSA assure qu'il s'agit avant tout d'une question technique et non d'un renforcement de procédures ou de menaces particulières. Cependant, ces informations sont bien souvent parcellaires. Qui a échangé à quelques heures pendant combien de temps, de où à où, mais sans toutefois connaître le contenu précis. Les regroupements permettent cependant d'aboutir à une certaine conclusion et les services de renseignement ont aussi reconnu avoir développé d'autres techniques de surveillance. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les communications surveillées de la NSA. Merci Fardos Hussein pour toutes ces précisions sur ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.